Le masque de la mort rouge. Depuis longtemps, la mort rouge dévastait le royaume. Jamais pestilence n'avait été si fatale, ni si hideuse. Le sang en était l'avatar et le sceau, la couleur et l'horreur du sang. Les douleurs en étaient atroces, les vertiges soudains suivis d'abondants saignements par les pores de la peau et de la dissolution des chairs. Les taches écarlates qui apparaissaient sur le corps de la victime, et surtout sur son visage, étaient la marque de la peste, qui la privait de toute aide, compassion de la part de ses congénères. Et l'ensemble de ce mal, ses progrès et son dénouement, n'excédaient pas une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et avisé. Quand son territoire fut dépeuplé de moitié, il manda en sa présence un millier d'amis enjoués et éclatants de santé choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et en leur compagnie se retira du monde dans l'une de ses abbayes fortifiées. C'était là un magnifique et vaste bâtiment, une création du prince représentative de son goût excentrique, quoique majestueux. Il était ceint d'un mur robuste et très haut. Ce mur était doté de portes en fer. Une fois entrés, les courtisans allèrent quérir des fourneaux et de lourds marteaux pour sceller les verrous. Ils résolurent de ne laisser aucun moyen de pénétrer dans les lieux aux soudaines impulsions du désespoir, pas plus qu'à la frénésie du dedans de s'en échapper. L'abbaye était amplement approvisionnée. Avec de telles précautions, les courtisans pouvaient défier la contagion au monde extérieur de se débrouiller sans eux. En attendant, il serait folie de se lamenter ou de penser. Le prince avait prévu tous les ingrédients du plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs de ballet et des musiciens, il y avait la beauté et le vin. Au-dedans, tout cela et la sécurité. Au-dehors, la mort rouge. Ce fut vers la fin du 5e ou 6e mois de cette réclusion, alors qu'en d'autres lieux la pestilence se déchaînait avec fureur, que le prince Prospero organisa pour ses 1000 amis un bal masqué d'une magnificence très exceptionnelle. Spectacle voluptueux que cette mascarade, mais laissez-moi d'abord vous décrire les salons où elle se tenait. Une succession de pièces au nombre de 7, une suite impériale. Dans bien des palais, cependant, ces pièces composent une enfilade ininterrompue lorsque les portes pliantes sont rabattues de part et d'autre, presque jusqu'au mur, de sorte que la vue sur la totalité de la perspective ne rencontre guère d'obstacles. Ici, il en allait autrement, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un souverain attaché au bizarre. Les appartements étaient disposés de manière si irrégulière que le champ de vision n'embrassait qu'un peu plus d'un à la fois. Il y avait un virage brusque tous les 20 ou 30 pas, et à chaque coude se dévoilait un effet nouveau. Sur la droite, comme sur la gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un couloir clos qui épousait les détours de la suite. Ces fenêtres étaient munies de vitraux dont la couleur variait en fonction de la tonalité principale des décorations de la pièce sur laquelle elles donnaient. Celle qui se trouvait à l'extrémité est, par exemple, était tendue de bleu, et d'un bleu vif en étaient les vitres. Le mobilier et les draperies de la deuxième composaient une harmonie de pourpre, et les carreaux ici étaient pourpres. La troisième était intégralement verte, de même que ses croisées. La quatrième était décorée et éclairée d'orange, la 5e de blanc, la 6e de violet. La 7e était drapée de tapisseries de velours noir qui recouvraient la totalité du plafond et couraient sur les murs, tombant en lourds plis jusqu'à un tapis de la même matière et de la même teinte. Mais, dans cette pièce uniquement, la couleur des fenêtres ne se mariait pas avec celle des décorations. Les vitres ici étaient écarlates, d'un rouge sang soutenu. Cependant, dans aucun de ces 7 salons il n'y avait de lampe ou de candélabre au milieu de la profusion d'ornements dorés disposés ici et là ou suspendus au plafond. Nul éclairage, quel qu'il fût provenant d'une lanterne ou d'une chandelle dans cette succession d'appartements. Mais, dans les couloirs qui en épousaient le tracé, se trouvait, en face de chaque fenêtre, un lourd trépied sur lequel reposait un brasero enflammé dont les rayons flamboyants à travers le vitrail illuminaient brillamment la salle.
Il se produisait ainsi une multitude d'apparitions chatoyantes et fantastiques. Mais, dans la pièce située à l'ouest, le salon noir, l'effet engendré par la lumière des flammes qui ruisselaient dans les tentures ténébreuses à travers les vitres teintées de sang était effrayant à l'extrême, et donnait aux physionomies de ceux qui pénétraient là une expression si redoutable que bien peu, parmi les courtisans, avaient la témérité de poser le pied dans son enceinte. Dans cette salle se trouvait aussi, contre le mur ouest, une gigantesque horloge en ébène. Son pendule se balançait en émettant un son métallique mat, pesant et monotone. Et lorsque l'aiguille des minutes parvenait au terme de son parcours circulaire sur le cadran et que l'heure était sur le point de retentir, il s'élevait des poumons de cuivre de l'horloge un son clair, fort et grave, musical à l'extrême, mais d'une tonalité et d'une emphase si singulière qu'à chaque changement d'heure, les musiciens de l'orchestre étaient contraints de suspendre un moment leur jeu pour tendre l'oreille. Les valseurs en étaient réduits à interrompre leurs évolutions. Un bref trouble s'ensuivait parmi les joyeux convives, et, tant que sonnait le carillon, on pouvait voir les plus impétueux pâlir, les plus âgés et réfléchis passer une main sur leur front, comme plongés dans une méditation ou une rêverie vague. Mais, une fois les ultimes échos éteints, un rire léger se propageait immédiatement dans l'assemblée. Les musiciens se regardaient en souriant comme pour se moquer de leur propre nervosité et de leur sottise, et dans un échange de murmures formulaient le vœu que la prochaine sonnerie ne produirait chez eux aucune émotion similaire. Puis, quand s'étaient écoulées les 60 minutes qui englobent 3600 secondes du temps qui s'enfuit, une nouvelle sonnerie retentissait à l'horloge, et elle était suivie du même trouble, du même malaise et de la même méditation. Mais en dépit de tout cela, gaieté et splendeur accompagnaient les festivités. Les goûts du prince étaient singuliers. Il avait un œil de connaisseur pour ce qui touchait aux couleurs et aux effets. Il méprisait les décorats de la mode. Ses plans étaient audacieux et téméraires, ses conceptions brillaient d'un lustre barbare. Certains l'auraient pris pour fou. Ses partisans n'avaient pas ce sentiment. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher pour acquérir la certitude qu'il ne l'était pas. Il avait dirigé en grande partie les embellissements mobiliers apportés aux 7 pièces à l'occasion de cette grande fête, et c'était son goût personnel qui avait orienté le style des travestissements. Assurément, ils étaient grotesques. Du chatoyant, du resplendissant, du piquant, de l'extravagant, il y avait à foison, dans le style de bien des choses vues depuis Hernani. Il y avait des figures excentriques, aux membres disproportionnés et aux tenues incongrues. Il y avait des fantaisies délirantes, telles qu'il en est dans l'esprit du seul insensé. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, une once d'effrayant et une bonne mesure de ce qui était susceptible de stimuler le dégoût. En réalité, c'étaient des multitudes de rêves qui rôdaient à travers les 7 salons, et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenaient la couleur de chaque pièce, et on eût dit que la musique débridée de l'orchestre était l'écho de leurs pas. Mais voilà que revient la sonnerie de l'horloge d'ébène qui se dresse dans la pièce de velours. Alors, l'espace d'un instant, tout s'immobilise, tout fait silence, hormis la voix de l'horloge. Les rêves sont figés sur place. Puis les échos de la cloche s'éloignent. Ils n'ont duré qu'un éphémère instant, et un rire léger, à demi retenu, flotte derrière eux. Et de nouveau, la musique enfle, les rêves vivent, se tordent en tous sens, plus gaiement que jamais, prenant la nuance des nombreuses vitres teintées à travers lesquelles se déversent les rayons de lumière provenant des trépieds. Pourtant, jusqu'à la pièce située la plus à l'ouest des 7 ne s'aventure désormais plus un seul des convives masqués, car la soirée touche à sa fin. Et il se répand là par les verts couleur sang une lumière plus rougeoyante et le noir des tentures sable épouvante. Et aux oreilles de quiconque pose le pied sur le tapis sable parvient de l'horloge en ébène toute proche un coup assourdi, plus solennellement éloquent que tous ceux qui résonnent au tympan des danseurs qui, dans les autres appartements, s'adonnent à des réjouissances plus lointaines. Mais dans ces autres appartements se pressaient des foules de convives, et c'était là que battait fiévreusement le cœur de la vie. Et la fête emportait les danseurs dans son tourbillon lorsque minuit se mit à sonner. Alors, la musique cessa, comme je l'ai dit. Et les évolutions des valseurs s'apaisèrent, et comme précédemment survint l'interruption anxieuse de tout mouvement. Mais 12 coups devaient maintenant retentir à l'horloge.
Et c'est ainsi que peut-être, accompagnant ce temps dilaté, une dilatation de la pensée se fit dans les méditations de ceux des courtisans qui cédaient à la rêverie. Et c'est peut-être pour cela que, avant même que les derniers échos de l'ultime coup se fussent fondus dans le silence, de nombreux membres de l'assemblée avaient pris conscience de la présence d'un personnage masqué qui n'avait jusque-là retenu l'attention d'aucun des participants de la fête. Et la rumeur de cette présence nouvelle s'étant répandue dans un chuchotement à la ronde, il s'éleva finalement de la compagnie dans son ensemble un bourdonnement ou un murmure exprimant surprise et désapprobation, puis finalement terreur, horreur et aversion. Dans un rassemblement fantasmagorique tel celui que j'ai peint, on peut logiquement supposer que nulle apparition ordinaire n'aurait su engendrer pareille émotion. En vérité, la licence qui présidait à cette mascarade nocturne était presque sans limite. Mais le personnage dont il est question avait surpassé l'extravagance d'un Hérode et franchi les bornes du décorum pourtant souple fixé par le prince. Il y a dans le cœur des plus insouciants des cordes qui ne peuvent être pincées sans émotion. Même chez les âmes irrémédiablement perdues, pour qui vie et mort sont également comédie, il est des domaines où la dérision ne saurait avoir cours. L'assistance entière semblait désormais éprouver avec force le défaut d'esprit et de bienséance que dénotaient le costume et l'attitude de l'étranger. Ce personnage était grand et décharné, enveloppé des pieds à la tête de la vêture de la tombe. Le masque qui dissimulait son visage imitait si fidèlement l'expression figée du cadavre qu'un examen minutieux n'eût pu aisément dévoiler le subterfuge. Tout cela eût cependant pu être toléré, sinon approuvé par les courtisans déchaînés qui l'entouraient. Mais l'histrion était allé jusqu'à incarner l'image de la mort rouge. Sa tenue était éclaboussée de sang, et son large front, comme tous les traits de son visage maculé de l'horreur écarlate. Lorsque les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure spectrale, qui, d'un pas lent et solennel, comme pour mieux personnifier son rôle, se mouvait avec raideur au milieu des danseurs, on le vit d'abord se convulser d'un grand frisson de terreur ou de répugnance, mais l'instant suivant, son front rougit de rage. « Qui ose ?» exigea-t-il de savoir en s'adressant d'une voix rauque aux courtisans qui se tenaient près de lui. « Qui ose nous insulter par ce travestissement blasphématoire, qu'on s'en saisisse et qu'on le démasque afin que nous sachions qui nous pendrons à l'aube du haut des remparts ?» C'est dans la pièce située à l'est, aux chambres bleues, que se tenait le prince Prospero au moment où il prononça ces mots. Ils résonnèrent haut et clair dans les 7 salles, car le prince était homme brave et robuste, et la musique s'était tue à un signe de sa main. Dans la pièce bleue se tenait-il donc un groupe de courtisans livides à ses côtés. Quand il s'exprima, le groupe amorça un mouvement en direction de l'intrus qui se trouvait alors non loin et qui, d'un pas assuré et majestueux, s'approchait maintenant de plus en plus du prince. Mais en raison de certaines terreurs sans nom que l'arrogance insensée de l'histrion avait inspiré à l'assistance entière, il ne se trouva personne pour tendre la main et s'emparer de lui, si bien que, sans opposition, il passa à moins d'1 mètre de la personne du monarque. Et tandis que la vaste assemblée, comme mue par un seul élan, désertait le centre des pièces pour se rapprocher des murs, il poursuivit son chemin sans rencontrer d'obstacle, et de ce pas solennel et mesuré qui, dès son apparition, l'avait distingué des autres, il traversa la pièce bleue pour pénétrer dans la pourpre pour pénétrer dans la verte pour pénétrer dans la orange, et celle-ci à son tour pour entrer dans la blanche, d'où il passa dans la violette, avant qu'un mouvement délibéré eût tenté de l'arrêter. Ce fut alors toutefois que le prince Prospero, fou de rage et éperdu de honte en raison de sa propre lâcheté momentanée, se précipita pour traverser les 6 pièces où nul ne le suivit, une frayeur mortelle ayant saisi toute l'assistance. Brandissant une dague tirée de son fourreau, il s'avança avec une célérité impétueuse jusqu'à 1 mètre environ de l'apparition qui battait en retraite, lorsque celle-ci, parvenue au bout de la pièce tendue de velours, pivota soudain pour affronter son poursuivant. Un cri bref se fit entendre, et la lame étincelante tomba sur le tapis sable, imité aussitôt par le prince Prospero prostré dans la mort. Puisant alors dans leur désespoir un courage insensé, des hordes d'invités se précipitèrent vers la chambre noire et, se saisissant du mime dont la haute silhouette se tenait droite et immobile dans l'ombre de l'horloge en ébène, ils furent suffoqués d'une horreur indicible en s'apercevant que les voiles mortuaires comme le masque cadavérique qu'ils agrippaient avec tant d'énergie ne couvraient aucune forme palpable. C'est ainsi qu'on reconnut la présence de la mort rouge. Elle était venue dans la nuit comme une voleuse, et l'un après l'autre tombèrent les invités dans les salons constellés de sang où ils avaient dansé, et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute.
et la vie de l'horloge d'ébène s'éteignit avec celle du dernier des courtisans, et les flammes des trépieds expirèrent. Et les ténèbres, la dissolution et la mort rouge étendirent sur toute chose leur empire sans limite.